Ce cours sera divisé en 4 parties. Nous verrons tout d'abord comment sont associés les acides aminés dans la protéine avec la liaison peptidique. Nous parlerons ensuite de la structure des protéines. Puis nous verrons la diversité de fonctions des protéines. Enfin, pour terminer, nous aborderons quelques exemples de pathologies impliquant des protéines modifiées. Les protéines sont les macromolécules les plus variées et les plus complexes du monde vivant. Un être humain fabriquerait environ 100 000 protéines différentes. Elles représentent environ 50% du poids sec d'un être vivant. Les protéines sont constituées de longues chaînes d'acides aminés. Par convention, on parle de protéines si le nombre d'acides aminés est supérieur à 50. Les protéines de l'organisme sont constamment renouvelées. Les phénomènes de synthèse et dégradation des protéines sont simultanés. Ils constituent le turnover des protéines. La vitesse de renouvellement est très différente selon les protéines, avec des demi-vies allant de quelques minutes à un jour pour les protéines intracellulaires et beaucoup plus pour des protéines extracellulaires comme l'hémoglobine. L'équilibre entre synthèse et dégradation est responsable de la conservation de la masse protéique. Si la synthèse protéique est supérieure à la dégradation, on a un gain protéique. Si au contraire la dégradation est supérieure à la synthèse, on a une diminution de la masse protéique. La synthèse des protéines se fait à partir d'un pool d'acides aminés libres d'environ 70 grammes, soit moins de 1% des acides aminés de l'organisme. Ce pool est constamment renouvelé à partir de la dégradation de protéines, endogènes ou apportées par l'alimentation. Les acides aminés libres sont acheminés vers les cellules par le sang, et là ils seront assemblés de manière précise pour donner des protéines. Les protéines sont construites suivant un plan précis contenu dans une séquence d'ADN. Cette séquence d'ADN s'appelle le gène. Chez l'homme, il existe environ 20 000 gènes localisés dans les chromosomes au niveau du noyau de la cellule. L'ensemble de ces gènes constitue ce que l'on appelle le génome. Un gène va coder pour une protéine particulière. On passe du gène à la protéine de la manière suivante. La séquence d'ADN est d'abord transcrite en ARN messager qui correspond uniquement à la partie du gène codant pour la protéine. L'ARN messager est ensuite traduit en protéine. Cette traduction correspond au décodage de l'information portée par l'ARN messager en protéine. Dans ce cas, on passe du langage de nucléotides au langage des acides aminés grâce au code génétique. La synthèse des protéines a lieu dans un compartiment cellulaire appelé le réticulum endoplasmique granuleux. Ce réticulum endoplasmique granuleux est recouvert de ribosomes qui constituent la machinerie assurant la traduction de l'ARN messager en protéines. Les ribosomes vont fabriquer la chaîne protéique en greffant successivement les acides aminés les uns aux autres à l'aide d'une liaison particulière appelée liaison peptidique. Alors qu'est-ce que c'est une liaison peptidique? C'est une liaison covalente formée entre un atome de carbone de la fonction acide COOH d'un acide aminé et un atome d'azote de la fonction NH2 d'un autre acide aminé. Au cours de la réaction, une molécule d'eau, H2O, est éliminée. L'union de deux acides aminés forme un dipeptide. L'union de plusieurs acides aminés forme un polypeptide. Une protéine est donc un polypeptide. Dans la protéine, tous les acides aminés sont reliés les uns aux autres par une liaison peptidique. Une fois la protéine formée, le premier acide aminé de la chaîne est appelé acide aminé N-terminal, car il a sa fonction amine NH2 libre. Le dernier acide aminé est appelé acide aminé C-terminal, car il a sa fonction acide COH non engagée dans une liaison peptidique. L'ordre précis d'agencement des acides aminés les uns derrière les autres constitue la séquence de la protéine. Cette séquence est unique pour une protéine donnée.
Nous allons maintenant revenir sur les propriétés de la liaison peptidique. La liaison peptidique est une liaison qui est plane. Elle est stabilisée par mésomérie, c'est-à-dire que la densité des électrons est équitablement répartie entre les différents atomes de la liaison peptidique. Le caractère partiellement double de la liaison peptidique empêche donc la rotation autour de la liaison CN. Cette liaison ne peut donc pas subir de libre rotation. Cette particularité est très importante car elle va donner des zones de rigidité à la conformation tridimensionnelle des chaînes polypeptidiques. De cette structure, il découle que les groupements R des deux acides aminés reliés par la liaison peptidique sont alternés de part et d'autre de cette liaison. Une autre particularité de la liaison peptidique est sa longueur. Elle est de 1,32 angstrom. Elle est donc plus courte qu'une liaison simple ordinaire, mais plus longue qu'une liaison double. Les liaisons peptidiques peuvent être clivées par protéolyse grâce à l'action d'enzymes appelées protéases. Ces protéases sont à l'origine de la dégradation des protéines dans l'organisme. Revenons maintenant sur les peptides. Les peptides sont des enchaînements d'acides aminés liés par des liaisons peptidiques, enchaînements dont la taille est comprise entre 2 et 50 acides aminés. On parle de dipeptides lorsque l'enchaînement comprend 2 acides aminés, tripeptides lorsqu'il en comporte 3, polypeptides lorsque le nombre d'acides aminés est supérieur à 10. Comme nous l'avons vu sur une diapositive précédente, après la constitution de la chaîne peptidique, une extrémité est porteuse d'un groupement amine libre, l'extrémité N-terminale ou aminoterminale, et l'autre d'un groupement carboxylique libre, l'extrémité C-terminale. Par convention, et également à cause de la direction de leur synthèse, les séquences peptidiques sont toujours présentées de la partie N-terminale vers la partie C-terminale. Dans l'organisme, les peptides ont des fonctions biologiques variées. On peut prendre l'exemple des hormones peptidiques, telles que le glucagon, qui possède 29 acides aminés, et l'insuline qui comporte 2 chaînes de 21 et 30 acides aminés. Ces 2 hormones, sécrétées par les cellules du pancréas, régulent la glycémie. Le glucagon est sécrété par le pancréas lorsque la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre sanguin, est faible. Son action va favoriser le relargage du glucose à partir des réserves de glycogène hépatique pour augmenter la glycémie. À l'inverse, lorsque le taux de sucre est élevé, c'est le cas après un repas, le pancréas va sécréter une autre hormone, l'insuline, qui va transmettre l'information de stocker le sucre excédentaire sous forme de glycogène et d'acides gras. Prenons un autre exemple de peptide très utilisé dans l'alimentation, c'est l'aspartame. L'aspartame est un dipeptide composé d'acide aspartique et de phénylalanine sous sa forme d'ester méthylique. L'aspartame a un pouvoir sucrant environ 200 fois supérieur à celui du saccharose. Il est utilisé pour édulcorer les boissons et les aliments à faible apport calorique, ainsi que certains médicaments. Après avoir vu les chaînes peptidiques de petite taille, nous allons maintenant nous intéresser aux chaînes peptidiques de grande taille, que sont les protéines, en commençant par leur structure. La structure d'une protéine est essentielle puisqu'elle conditionne son activité biologique. Cette structure dépend de la nature des acides aminés qui composent la protéine. En effet, les radicaux des acides aminés ont des propriétés chimiques qui leur sont propres. Dans la chaîne d'acides aminés, certains vont se rapprocher et former des liaisons chimiques plus ou moins fortes en fonction des acides aminés, d'autres vont se repousser. La protéine aura donc tendance à se replier sur elle-même pour adopter une structure tridimensionnelle précise. Il existe 4 niveaux d'organisation dans les protéines. La structure primaire correspond à la séquence, c'est-à-dire l'ordre des acides aminés dans la chaîne. La structure secondaire correspond au repliement local des acides aminés en 2 motifs principaux, les hélices alpha et les feuillets bêta. La structure tertiaire correspond à la conformation générale de la protéine dans l'espace. Pour terminer, la structure quaternaire concerne les protéines formées de plusieurs chaînes polypeptidiques. Il s'agit de l'agencement spatial des sous-unités les unes avec les autres. Revenons maintenant à la structure primaire.
Nous avons vu qu'elle correspond à l'ordre des acides aminés dans la chaîne polypeptidique. Cet ordre est défini d'après un gène, c'est-à-dire une séquence d'ADN permettant la fabrication spécifique de cette protéine. L'ADN est d'abord transcrit en ARN messager, qui correspond à la partie du gène codant pour la protéine, puis l'ARN messager est traduit en protéine, c'est la synthèse protéique. Elle se déroule du côté N-terminal libre vers le côté C-terminal libre de la protéine. Cette séquence peut être déterminée soit à partir de la séquence du gène, soit en clivant successivement les acides aminés qui constituent la protéine et en les identifiant. La structure primaire de la protéine va conditionner sa structure secondaire. Cette structure secondaire, c'est un réseau d'interactions locales entre des résidus d'acides aminés qui va donner une structure tridimensionnelle à certains segments de protéines. Elle est caractérisée par la présence de motifs réguliers sur des courtes distances. Ces motifs sont dus à la présence de liaisons internes non covalentes entre des acides aminés éloignés dans la séquence. Les liaisons impliquées sont principalement des liaisons hydrogènes entre un atome hydrogène d'un acide aminé et un atome d'oxygène ou d'azote d'un autre acide aminé. D'autres liaisons faibles de type interaction hydrophobe entre deux acides aminés non polaires ou encore liaisons ioniques entre des acides aminés chargés peuvent également intervenir. Les deux structures secondaires les plus fréquemment retrouvées sont les hélices alpha et les feuillets bêta-plissés. Nous allons voir dans un premier temps l'hélice alpha. Elle est formée par l'enroulement régulier d'une chaîne polypeptidique sur elle-même. C'est une structure compacte due à la présence de liaisons hydrogènes entre l'hydrogène d'un groupement NH et l'oxygène d'un groupement CO. Comme vous pouvez voir sur ce schéma, les liaisons hydrogènes sont parallèles à l'axe de l'hélice, ce qui donne une certaine élasticité à cette structure. L'acide aminé N est relié à l'acide aminé N plus 4. Un tour d'hélice correspond à 3,6 résidus d'acide aminé. Les hélices comprennent au minimum 5 résidus et au maximum 40. Certains acides aminés exercent une influence sur la stabilité de la structure hélicoïdale. La leucine, le tryptophane et la phénylalanine stabilisent l'hélice. En revanche, la valine, l'isoleucine, la tyrosine et des résidus diacides et dibasiques voisins la déstabilisent. La proline n'ayant pas d'hydrogène sur son groupe aminé, elle ne peut pas contribuer au pontage hydrogène. Elle déstabilise donc l'hélice alpha. Les domaines transmembranaires des protéines sont souvent constitués d'une ou de plusieurs hélices alpha, d'une vingtaine de résidus pour la plupart hydrophobes. La deuxième structure secondaire la plus fréquente est le feuillet bêta. C'est une structure plus lâche et plus plane que l'hélice alpha qui se matérialise par des plis successifs. Les feuillets bêta se forment quand des parties de la longue chaîne polypeptidique se replient et se retrouvent côte à côte en formant des ponts hydrogènes avec les parties voisines. La distance entre les groupements CO et NH, qui forment les liaisons hydrogènes, est plus grande que celle retrouvée dans les hélices alpha, ce qui rend ce motif en feuillet bêta plus lâche que les hélices alpha. Au final, la chaîne polypeptidique est plus étirée lorsqu'elle forme un feuillet bêta plissé que lorsqu'elle forme une hélice alpha. Il existe deux dispositions de ces feuillets, des feuillets bêta parallèles, dans ce cas les chaînes vont dans le même sens, et les feuillets bêta antiparallèles avec les chaînes dans des directions opposées. Les feuillets bêta antiparallèles sont les plus fréquents, et on les retrouve lorsque la protéine se replie sur elle-même. Les chaînes polypeptidiques peuvent être formées soit uniquement d'hélices alpha, soit uniquement de feuillets bêta plissés, mais le cas le plus fréquent, c'est une association de ces deux types d'organisation. Le troisième niveau d'organisation de la protéine est la structure tertiaire. Il s'agit du repliement de la chaîne polypeptidique dans l'espace, c'est-à-dire la forme de la protéine. Cette structure tertiaire donne la fonctionnalité à la protéine. La structure tertiaire est stabilisée par des liaisons faibles de type liaison hydrogène, liaison hydrophobe ou liaison ionique,
mais aussi par des liaisons covalentes telles que des ponts disulfure entre deux atomes de soufre de deux résidus cystéine. Vous pouvez voir sur cette diapositive la structure schématisée de la myoglobine, une protéine responsable du transport de l'oxygène dans les muscles. On peut noter l'organisation des hélices alpha dans l'espace. La fonction de la protéine est étroitement liée à sa conformation. Lorsque la protéine est dénaturée, par exemple avec la chaleur, la conformation spatiale de la protéine est altérée sans qu'il y ait rupture des liaisons covalentes et en particulier des liaisons peptidiques. La chaîne polypeptidique est alors partiellement ou totalement dépliée, ce qui entraîne une perte de son activité. C'est ce qui se passe lorsque l'on fait cuire un blanc d'œuf. On observe la dénaturation par la chaleur de la protéine ovalbumine qui coagule. Le dernier niveau d'organisation d'une protéine est sa structure quaternaire. Il concerne uniquement les protéines formées de plusieurs chaînes polypeptidiques, appelées sous-unités ou monomères. Les monomères peuvent être identiques ou différents. Ce type de protéine constituée de plusieurs monomères est appelé protéine oligomérique ou multimérique. Le principal élément de stabilisation des structures quaternaires est l'interaction hydrophobe entre les acides aminés non polaires. Les parties hydrophobes des monomères s'attirent et se rapprochent de manière à minimiser leur surface exposée au solvant. Des forces électrostatiques peuvent aussi stabiliser la structure, ainsi que des liaisons hydrogènes. On peut observer dans certains cas des ponts disulfure reliant entre elles deux sous-unités, comme par exemple dans l'insuline. Vous pouvez voir sur cette diapositive un exemple de protéine oligomérique qui est l'hémoglobine. C'est une protéine responsable du transport de l'oxygène dans l'organisme. Elle est présente majoritairement dans les globules rouges. Cette protéine possède 4 sous-unités, c'est donc un tétramère. Elle est formée de deux types de sous-unités appelées globine alpha et globine bêta. La structure des protéines est essentielle, car elle conditionne son activité biologique. Il est donc indispensable que les protéines produites dans l'organisme aient un repliement correct. En fait, il existe des protéines spéciales dans l'organisme, protéines appelées chaperones, qui vont assister les protéines nouvellement synthétisées en leur assurant un repliement tridimensionnel adéquat. Le rôle de certaines protéines chaperones est également de prévenir les dommages potentiellement causés par une perte de fonction protéique due à un mauvais repliement tridimensionnel suite à un stress tel qu'un choc thermique. Nous avons vu précédemment que la dénaturation des protéines va entraîner une perte de leur conformation et donc de leur fonction. De nombreux agents, physiques ou chimiques, peuvent être responsables de cette dénaturation. On peut retenir la chaleur, la variation du pH ou encore les détergents. La fonction des protéines va également dépendre de modifications post-traductionnelles, c'est-à-dire des modifications chimiques subies par la protéine après sa synthèse. Il peut s'agir de la fixation de résidus glucidiques sur certains acides aminés. On parle alors de glycosylation. Les glycosylations vont conférer une plus grande résistance des protéines à la protéolyse. Les glycosylations vont également jouer un rôle important dans la signalisation et la reconnaissance cellulaire. Les modifications chimiques peuvent être également la fixation de lipides par liaison covalente. Ces modifications lipidiques vont permettre l'adressage des protéines vers les membranes ou vers d'autres protéines. Nous allons maintenant voir, à l'aide de quelques exemples, le rôle essentiel joué par les protéines dans l'organisme. Les protéines peuvent être réparties en deux grands groupes. Les protéines fonctionnelles, qui interviennent dans l'ensemble des processus biochimiques, et les protéines structurales, qui vont façonner les organismes, les tissus et les cellules, en contribuant à leur structure. Parmi les protéines de structure, le collagène est la plus abondante chez tous les mammifères. Elle représente un quart de leurs protéines, soit environ 5% de leur poids. Le collagène est un constituant majeur de la peau et des os. Il confère au tissu une résistance mécanique à l'étirement. Il faut noter également que le collagène constitue la matière première permettant la production de gélatine.
Le collagène se présente sous la forme de fibres, elles-mêmes constituées de fibrilles, plus ou moins nombreuses. Chaque fibrille est un ensemble de structures hélicoïdales formées de 3 chaînes polypeptidiques appelées chaînes de procollagène. Il existe des pathologies liées à un défaut de synthèse du collagène. Le premier exemple que nous allons prendre est le scorbut. Le scorbut est une maladie due à une carence délétère en vitamine C. La vitamine C est nécessaire pour la formation de la triple hélice des fibres de collagène. Cette maladie va se traduire par une dégénérescence articulaire et gingivale pouvant conduire à la mort. Le deuxième exemple est l'ostéogenèse imparfaite, appelée encore maladie des os de verre. Cette maladie est due à un défaut congénital d'élaboration des fibres de collagène. Elle est caractérisée par une fragilité osseuse excessive. Elle est causée par une mutation au niveau d'un des gènes codant pour les chaînes de procollagène. Nous allons maintenant voir des exemples de protéines fonctionnelles. Le premier exemple est celui de protéines responsables du mouvement. Ce sont l'actine et la myosine. Le mouvement est lié à la contraction des cellules musculaires. Cette contraction est due à l'interaction entre deux protéines, l'actine et la myosine. Les fibres musculaires sont constituées de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. Au cours de la contraction musculaire, les filaments vont glisser les uns sur les autres, ce qui va induire un raccourcissement du muscle et donc un mouvement. Nous allons maintenant voir un autre groupe de protéines fonctionnelles, les protéines impliquées dans la transmission d'un signal. Le premier exemple est celui des hormones. Les hormones sont des messagers transportés par le sang qui vont agir à distance de leur lieu de production en se liant à des récepteurs spécifiques. La plupart des hormones sont des hormones peptidiques. On peut citer les hormones régulant la glycémie, comme l'insuline et le glucagon, ou encore l'hormone de croissance. Le deuxième exemple est celui des récepteurs membranaires. Les récepteurs sont des protéines transmembranaires dont la fonction est de transmettre un signal à l'intérieur de la cellule. La première étape est la fixation d'un ligand spécifique, fixation qui entraîne un changement conformationnel du récepteur. Cette modification va permettre l'activation d'effecteurs à l'intérieur de la cellule. Les ligands de ces récepteurs peuvent être des hormones, des facteurs de croissance ou autres. Certaines protéines participent au transport de molécules dans l'organisme. Nous allons prendre l'exemple de protéines qui forment un canal au niveau de la membrane plasmique des cellules. Ces canaux peuvent s'ouvrir et se fermer à la suite de changements de conformation. Il existe de nombreux canaux qui vont faire passer spécifiquement une ou plusieurs sortes de molécules. Sur cette diapositive, vous pouvez voir une aquaporine, qui est un canal formé de 4 sous-unités indépendantes capables de transporter les molécules d'eau individuellement. Les aquaporines forment des pores au niveau de la membrane des cellules, pores perméables à l'eau mais imperméables aux ions. Elles permettent donc à l'eau d'entrer et sortir des cellules sans laisser passer d'autres molécules. Il existe également des canaux ioniques qui vont permettre le transfert actif d'un ou de plusieurs ions. Vous pouvez voir sur ce schéma l'exemple de la pompe sodium-potassium. Cette pompe est une enzyme transmembranaire qui va transporter les ions potassium et les ions sodium contre leur gradient de concentration, c'est-à-dire du milieu ayant la concentration en ions la plus faible vers le milieu ayant la concentration en ions la plus forte. Cette activité nécessite de l'énergie qui provient de l'ATP. La pompe permet d'échanger les ions sodium et Na+, issus du milieu intracellulaire, avec les ions potassium, K+, issus du milieu extracellulaire. Un mauvais fonctionnement de ces canaux ioniques peut être à l'origine de maladies. C'est le cas de la mucoviscidose. La mucoviscidose est la maladie génétique la plus fréquente puisqu'elle affecte environ une naissance sur 3000. La cause est une mutation du gène codant pour un canal à ion chlorure, Cl-. Nous allons voir un dernier groupe de protéines fonctionnelles, ce sont les protéines impliquées dans la défense immunitaire. Il s'agit des anticorps. Les anticorps sont des protéines fabriquées par certains globules blancs et dont la fonction est de reconnaître et de neutraliser des molécules provenant d'agents pathogènes, molécules appelées antigènes.
Les anticorps sont formés de 4 chaînes polypeptidiques, 2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères qui sont reliées entre elles par des ponts disulfures. Ces chaînes forment une structure en Y. Chaque chaîne légère est constituée d'un domaine constant et d'un domaine variable. Le domaine variable va permettre la spécificité de reconnaissance d'un type d'antigène particulier. Nous allons illustrer l'importance de la structure des protéines avec des exemples de pathologies impliquant des protéines modifiées. Le premier exemple est celui de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Cette maladie fait partie des maladies à prions. Alors le prion, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un agent pathogène protéique. Dans la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le prion est une protéine appelée PRPSC qui va s'accumuler et induire une dégénérescence du système nerveux central. Cette protéine est une forme anormale de la protéine PRPC qui est présente physiologiquement dans l'organisme, essentiellement dans le cerveau et la moelle épinière. Si on regarde la différence entre la protéine anormale PRPSC et la protéine normale, que vous pouvez voir sur cette diapositive, on observe une structure tridimensionnelle modifiée, avec une transformation de 2 hélices alpha en feuillet bêta. Lors de l'infection, l'agent prion pénètre dans le neurone et se multiplie en dépliant et repliant les protéines PRPC normales pour donner des protéines PRPSC anormales. Cette forme PRPSC est beaucoup plus résistante à la protéolyse. Elle va donc s'accumuler dans la cellule jusqu'à induire la mort cellulaire. Le deuxième exemple est celui de la maladie d'Alzheimer. Cette maladie, qui affecte environ 5% des personnes de plus de 65 ans, est une maladie neurodégénérative qui entraîne la perte progressive et irréversible des fonctions mentales et notamment de la mémoire. L'origine de cette maladie est un clivage anormal de la protéine précurseur de l'amyloïde, APP, qui va donner naissance au peptide bêta-amyloïde. Ce peptide va s'accumuler au niveau extracellulaire et former des plaques séniles dans le cerveau, aboutissant à la dégénérescence des cellules. Ai-je bien compris? Quel type de liaison assemble 2 acides aminés? À quoi correspond la structure primaire d'une protéine? Qu'est-ce qui détermine la structure primaire d'une protéine? Quel est l'effet de la chaleur sur les protéines? Quelles sont les fonctions des protéines dans l'organisme?